Bonjour à tous à nouveau. Merci d'être venus à ce webinaire sur les sujets budgétaires, de l'élaboration au suivi budgétaire en lien avec les outils de pilotage de portefeuille de projet qu'on appelle PPM. On va vous parler du cycle budgétaire, de la structuration et du pilotage budgétaire dans les outils de PPM, et puis on passera en troisième partie sur des exemples concrets dans l'outil Foxplan. Et enfin, on pourra conclure cette session et puis prendre vos questions, remarques sur le contenu qui vous a été présenté. Denis, tu veux présenter rapidement Coprime? Oui, avec plaisir. Alors, je suis Denis Usan, je travaille effectivement pour Coprime, qui est donc une société de conseil et qui implémente également des outils PPM. Nous, on est présent sur le secteur depuis une quinzaine d'années. Pour ma part, je m'occupe en particulier de tout ce qui touche aux aspects fonctionnels, on va dire. Mais on a également une équipe de développeurs pour venir compléter nos interventions. Et voilà, depuis une quinzaine d'années, on est expert sur la gestion de projet, la gestion de portefeuille de projet. Et bien évidemment, du coup, on est concerné par ces sujets de gestion budgétaire, de pilotage des budgets. Et puis voilà, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Nous avons un site internet si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à venir nous consulter ou vous pouvez nous contacter directement. Vas-y, Gilles. Gilles Kieffer, donc je représente la société Foxplan. On est éditeur français de solutions de pilotage de projets, de portefeuille de projets. On a mis l'accent sur tout ce qui était planification traditionnelle et agile, ainsi que le plan de charge et le suivi budgétaire où on va assez loin, et puis après toutes les composantes de projet. Pareil, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. L'objet du webinaire d'aujourd'hui, donc, c'est le pilotage de portefeuille de projet. Comment un outil de PPM peut soutenir ce processus budgétaire et pourquoi la gestion budgétaire finalement est aussi compliquée dans les entreprises. On va voir que ça nécessite une mécanique pour pouvoir fonctionner, on va dire, correctement, et ça rentre en plus dans un écosystème d'entreprise dont va nous parler Denis pour commencer. Exactement. Donc effectivement, le cycle du process budgétaire, il a différents modes de fonctionnement. En tout cas, il est cadencé de différentes manières selon les organisations. Mais en revanche, ces composantes, elles sont plutôt unanimement représentées et c'est assez universel. Et donc, ce qu'on retrouve au niveau du cycle budgétaire, qui est souvent annualisé, mais qui pourrait être pluriannualisé si c'était nécessaire, il se décompose en donc plusieurs étapes, hein. La première, c'est la constitution du budget, donc on appelle ça l'élaboration budgétaire, qui est un exercice assez fastidieux. Et on verra dans quelle mesure, justement, les outils PPM peuvent contribuer à cet exercice d'élaboration. Une fois qu'on a passé la phase d'élaboration, on a toute la phase de validation ou d'arbitrage, donc qui est aussi un exercice particulier et on expliquera en quoi euh, cette particularité vient aussi pénaliser parfois le processus de suivi budgétaire. On bascule ensuite sur la partie exécution du budget, hein, c'est-à-dire que voilà, hein, le budget a été validé et il va falloir maintenant mettre à exécution tout ce qui va bien pour venir ensuite le suivre et éventuellement le réviser. C'est-à-dire qu'un budget, hein, il est inscrit à un instant T il est gravé dans le marbre. Néanmoins, on connaît les aléas de la vie en général et en particulier sur les projets. On s'autorise, selon les organisations, encore une fois, à réviser les budgets sur le cycle du processus. Voilà, donc là, ici, on a présenté hein, très, très grossièrement une périodicité une périodicité fiscale courante, mais qui pourrait être complètement différente selon les organisations. Là, on est côté année civile, mais vous pourriez avoir d'autres découpages. Une fois qu'on a parlé donc des étapes, on doit aussi parler des acteurs. Parce qu'évidemment, si personne n'est présent pour faire tourner ce processus, on aura du mal à faire tourner quoi que ce soit.
Donc au niveau des acteurs impliqués, on va retrouver différentes typologies d'acteurs. Là, on en a cité une partie, mais on pourrait en trouver évidemment d'autres. C'est aussi tributaire des organisations, mais de manière un peu universelle, un peu générique. On va retrouver les PMO, on va retrouver les directeurs administratifs financiers, ou en tout cas leurs représentants financiers. On va retrouver, alors ça peut être des contrôleurs de gestion d'ailleurs, on va retrouver parfois les chefs de projet. Donc, quand je dis parfois, j'expliquerai ça un petit peu plus tard pourquoi. On peut retrouver des directions métiers également, en tout cas les demandeurs, hein. Voilà. Et dans tous les cas, on va se retrouver dans des échanges, dans des interactions qui peuvent être plus ou moins complexes en fonction d'une, de la culture d'entreprise et de deux, de la manière dont les process s'exécutent et de la manière dont les éléments constitutifs des budgets s'interprètent entre les différents acteurs. Parce qu'on verra que la vision financière, par exemple, en termes de trame budgétaire, n'est pas forcément la vision d'un PMO ou d'un chef de projet qui dispose d'une trame légèrement différente. C'est-à-dire le terme budget est générique, mais en tout cas la vision consolidée ou la perception derrière n'est pas forcément la même. Autre point important à noter, c'est que dans le cadre de ce suivi budgétaire, le PPM en particulier, hein, il a pour vocation à s'occuper, dans le cadre de liens de planification stratégique ou de gestion de portefeuille, il va s'occuper de la couche basse qu'on voit sur ce schéma, c'est-à-dire la partie opérationnelle. Le PPM, en fait, son squelette, c'est les activités. Il est construit par des activités, hein. Donc, on va retrouver à l'intérieur des activités, des projets, on va retrouver du run, on peut retrouver n'importe quel autre type d'activité qui va occuper du temps sur les ressources, hein, parce qu'au-delà de l'aspect budgétaire, l'outil PPM, il sert à couvrir une autre fonctionnalité qu'on appelle le plan capacitaire, c'est-à-dire disposer en fait de la connaissance quant à la disponibilité des ressources au sein de l'organisation. Donc si on veut connaître cette capacité, ce plan capacitaire, il faut qu'on en soit au sein de l'outil, qu'on ait l'ensemble des activités qui soient représentées. Ça, c'est dans le monde idéal. Donc voilà pourquoi, au niveau du PPM, on est sur la couche basse opérationnelle. Et quand on construit les budgets, on les construit en mode bottom-up. C'est-à-dire qu'on part de la couche basse activité et puis on vient consolider ces ends activités pour faire des couches qui remontent progressivement jusqu'à ce qu'elles soient interprétables à un niveau direction. Alors, on dira que la direction, alors quand je dis direction, ça peut être le management, ça peut être, voilà, faut mettre le terme qui va bien selon les organisations. On sait que par exemple, dans le domaine public, ce sera très certainement une autre notion. Mais on va avoir ce relationnel bottom-up, c'est-à-dire les moyens dont je dispose, ou en tout cas les moyens qui sont nécessaires pour arriver à l'objectif fixé par la direction. La direction fixe les objectifs. Et la direction, elle fonctionne dans l'autre sens. Elle fonctionne en top-down, c'est-à-dire elle définit des enjeux stratégiques et elle vient ensuite les redescendre auprès des opérationnels pour leur dire, voilà où on veut aller, dites-moi comment faire. Donc on va retrouver certains écueils qui sont notamment des sujets de non-alignement stratégique, c'est-à-dire entre les moyens qu'on a définis et la stratégie côté management, on voit que c'est pas aligné. On va se retrouver avec une vision incomplète des coûts également, parce que faire le rapprochement activité avec, enfin, vue activité côté opérationnel et la vue enjeu stratégique côté direction, par moment on peut louper des éléments, ce qui engendre une complexité potentielle et sur le terrain, on la rencontre souvent de consolidation. Donc voilà, donc la force du PPM, pour bien recentrer le sujet, hein, c'est de faciliter la phase bottom-up qui va partir éventuellement de quelque chose d'assez macro pour venir l'affiner petit à petit. Et à force de faire cet exercice de bottom-up, on va se rapprocher de la vision management qui, elle, fonctionne avec des enveloppes budgétaires plus globales et sur un axe d'enjeux stratégiques la plupart du temps, voire d'organisation. Tu peux avancer, Gilles, ouais, merci. Alors, quelques éléments un petit peu basiques, mais à rappeler. Voilà, le budget, pour pouvoir le piloter, ben, il faut définir sa structure. Donc, on va retrouver des éléments de suivi. On va retrouver des axes de suivi. On va retrouver des natures de dépenses et on va retrouver des unités de suivi. Et on voit qu'on a au sein de chacun de ces éléments différents critères ou en tout cas différents axes qui peuvent être
piloter. Alors évidemment, côté élément de suivi, bah, on a notre sujet du budget, mais avoir le budget en soi, ça suffit pas. Hein. Il va falloir, pour le piloter, obtenir d'autres données qui peuvent être tout ce qu'on appelle le réaliser, ou le constater, ou le consommer, en tout cas la dépense, grosso modo. On va retrouver également la notion de prévisionnel, c'est-à-dire, OK, je démarre avec un budget à date, 1er janvier, admettons. Mais quel va être mon atterrissage budgétaire courant juin? C'est-à-dire entre ce que j'aurais dépensé entre 1er janvier et 30 juin, plus ce que je compte dépenser à partir du 1er juillet jusqu'à la fin de l'année. Quel va être l'atterrissage et est-ce que du coup je suis toujours dans les clous avec le budget? Hein, donc la notion de prévisionnel, elle est devenue, c'est très vrai aujourd'hui, presque élémentaire ou en tout cas très importante pour anticiper. C'est un vrai levier, c'est une vraie information qui permet d'enclencher le levier de l'anticipation. Et le PPM, il a cette valeur ajoutée-là, c'est-à-dire il permet de faire du prévisionnel. Pourquoi? Parce qu'on planifie des projets. On planifie des ressources sur des projets, et comme ces ressources sont valorisées sur des plannings, du coup, on planifie en fait des coûts. D'accord? Donc en planifiant des coûts, on a cette vision prévisionnelle, cet atterrissage qu'on va pouvoir mettre en contrebalancer avec le budget de manière à anticiper, ou en tout cas avoir une information assez tôt dans le temps pour savoir si on tient la route ou pas. Donc ça, c'était la petite aparté sur les éléments de suivi. Côté axe de suivi, ben, on va avoir différentes visions consolidées du budget, soit une vision stratégique ou enjeu stratégique, soit une vision centre de coût, ça arrive aussi. Hein, là, on est très très sur les aspects finance. On va avoir une vision activité, donc c'est celle qui est vraiment représentée au sein du PPM, c'est-à-dire on positionne les budgets au niveau d'un projet, d'une maintenance, d'une activité récurrente X ou Y, d'un métier, peu importe. On va avoir l'axe organisationnel, lui aussi, qui peut compter, et on pourrait imaginer tout un tas d'autres axes, mais là, je vous ai cité les principaux. Les natures de dépenses, ben, en règle générale, c'est pas qu'on se limite qu'à OPEX, CAPEX, mais c'est un critère assez déterminant aujourd'hui. Hein. Donc OPEX et CAPEX, c'est les notions de amortissable, non amortissable, pour la faire courte. Et enfin, ça aussi, c'est un vrai sujet, c'est les unités de suivi. Quand je suis vision managériale, c'est très rare que mon niveau de consolidation, mon niveau de suivi budgétaire se fasse en jours ou en heures, par exemple. Tandis que quand je suis au niveau PPM, quand je planifie des ressources, bah, je les planifie en jours et en heures. Donc il faut arriver à trouver les bonnes conversions pour qu'à un moment donné, ces jours et ces heures se traduisent en devises, par exemple, pour que le management puisse les interpréter et les comprendre. On a une unité intermédiaire qui est l'ETP aussi, hein, qui permet de piloter les budgets. Voilà, tu peux continuer, Gilles. Alors, sur ce schéma-là, on précise deux choses. Déjà, quels sont les types d'outils qu'on est susceptible d'utiliser dans le cadre du suivi budgétaire. Et ensuite, on va parler au sein de ces outils qui est maître. Alors, quand je dis qui est maître, c'est très important. Ça ne veut pas dire que si la donnée, si la donnée n'est pas présente, enfin ne peut pas être présente, pardon, dans l'outil, c'est simplement que là, on précise qui a la responsabilité de la donnée. D'accord? Donc, on a trois typologies d'outils dans cet écosystème. On a l'outil EPM, donc je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais les outils EPM, ce sont les outils de performance managériale, donc Enterprise Performance Management ou quelque chose comme ça. C'est ici en fait qu'on définit les objectifs stratégiques. C'est ici qu'on définit qu'est-ce qu'on veut faire en fait, et c'est à cet endroit qu'on va positionner des enveloppes au niveau enjeu stratégique, des enveloppes budgétaires. Les budgets finalement, leur origine, leur hébergement, la valeur de la certification ou le tamponnage des budgets, c'est les outils EPM qui les occupent. C'est pour ça qu'on les a indiqués ici. Alors, les outils EPM, il y a peu d'entreprises qui en disposent, ça existe évidemment, hein. Donc vous avez des outils comme, enfin des éditeurs comme Oracle qui par exemple proposent des outils. Mais on va dire retour d'expérience, hein, dans 80% des cas, les outils EPM c'est Excel. Voilà. Donc en tout cas c'est ici qu'on stocke les budgets, c'est le coffre-fort budgétaire.
C'est là où ça fait foi. On va avoir des axes d'analyse qui sont, en règle générale, ou de structure, qui sont des enjeux stratégiques ou de l'organisationnel. Et on s'exprime très souvent en devises, voire en ETP, quand vraiment on a besoin de faire un suivi côté ressources. Mais très rarement, on va utiliser les jours et les heures. Donc ça, c'est les EPM, les objectifs stratégiques qu'on souhaite atteindre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire. En bout de chaîne, je reviendrai sur le RP financier après, on a le PPM. Le PPM, lui, il détermine les moyens opérationnels qui vont permettre d'atteindre les objectifs définis dans le PM. D'accord? Donc d'un côté, j'ai les objectifs, de l'autre, j'ai les moyens nécessaires. Et c'est pour ça qu'on est en bottom-up, c'est-à-dire qu'on liste l'ensemble des activités et on vient les remonter petit à petit pour coller aux objectifs. Et à l'intérieur du PPM, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver des notions de réaliser, par exemple, puisqu'on va déclarer des temps dans les outils PPM. Alors, c'est pas une obligation, mais on va dire très 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 souvent, en 80% des cas, on cherche à faire ce qu'on appelle de la feuille de temps ou du timesheet dans les outils PPM. Donc du coup, on obtient de la donnée réelle de consommation des ressources. Et on a également le prévisionnel. Encore une fois, c'est la valeur ajoutée des outils PPM. On a cette notion de prévisionnel. Pourquoi? Parce qu'on planifie des ressources qui sont valorisées. Donc du coup, on a un atterrissage régulièrement mis à jour des budgets des projets ou des activités qu'on pourra comparer avec les budgets définis au niveau EPM, côté enjeu stratégique par exemple. L'axe ici, c'est pas un axe stratégique ou organisationnel, hein, c'est-à-dire en termes de maître, enfin de structure maître, c'est les activités qui sont l'axe de construction des budgets. Et très souvent, on va chercher à exprimer ça en jours et en heures, puisqu'on planifie, valorisable, avec des taux derrière qu'on va pouvoir positionner. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a les ERP financiers, alors, du SAP, je ne vais pas tous les citer, mais en règle générale, on a beaucoup, beaucoup de SAP. Et ici, c'est un outil qui sert à mesurer la situation financière. Donc, il n'a pas des objectifs à proprement parler de pilotage budgétaire. Je vais mesurer, hein, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais on va dire que son cœur d'activité, c'est d'abord de mesurer la situation financière. Donc, on va retrouver à l'intérieur de l'ERP financier toutes les dépenses. Toutes les dépenses, toutes les dépenses. C'est lui qui est maître de la notion de dépense. Valorisé en euros, j'entends. Et son axe de construction, très souvent, c'est des centres de coûts ou assimilés, c'est-à-dire les postes de dépenses. Parce que c'est comme ça que sont analysées les données financières côté finance. Et on va avoir ici aussi les notions d'OPEX, CAPEX. En règle générale, là aussi, c'est la finance qui détermine les règles de découpage de tout ce qui est amortissable, non amortissable au sein de l'organisation. Je te laisse continuer. Enfin, je te laisse continuer. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Alors là, je ne vais pas m'arrêter longtemps du tout, mais c'est pour essayer de vous montrer les liens qu'on peut avoir entre les différents outils, l'orchestration en fait EPM, ERP financier, PPM, dans le cadre du suivi budgétaire. Et vous voyez, donc c'est un exemple, hein, des schémas, je pourrais en avoir euh, euh, autant que j'aurais l'imagination de pouvoir en construire, mais c'est pour vous illustrer le fait que voilà, il y a énormément de communication à prévoir entre les systèmes, puisque chacun est maître d'une information et chacun dispose d'un axe, d'une vision particulière qui lui est propre, si on veut être à même de piloter le budget de manière clean. Voilà. Pour autant, euh, on pourrait très bien le piloter de manière plus simple, mais dans ce cas-là, il va falloir être très très clair sur les règles de gestion et sur où est-ce qu'on héberge les informations. Donc voilà, donc axe stratégique, c'est la planification budgétaire, c'est les EPM. Axe centre de coût, c'est le RP financier qui mesure la finance. Axe activité, c'est l'outil PPM qui, qui dispose en fait de tous les éléments définissant les moyens mis à disposition pour atteindre les objectifs. Et on retrouve les outils de reporting, hein, qui ont cette force-là de pouvoir consolider l'ensemble des informations de tous les systèmes quand on commence à avoir des données comme ça qui viennent de différents environnements. On peut passer au slide suivant, s'il te plaît. Alors, un point assez important et essentiel qui cristallise pas mal de sujets, complexité au sein des budgets, c'est les transcriptions au niveau des axes de suivi. Parce qu'en fait, selon qui on est, la position qu'on a, notre axe de suivi du budget n'est pas le même. Ce que je veux dire par là, c'est que le management, lui, il consolide ses budgets au niveau stratégique, c'est-à-dire il définit des enjeux ou des objectifs stratégiques qui peuvent être des macro-projets, par exemple, ou des programmes, on peut appeler ça des programmes, mais ça peut être d'autres notions. Et c'est là-dedans qu'il va positionner ses enveloppes budgétaires. A contrario, côté activité,
c'est-à-dire côté PPM, parce que c'est bien les activités associées au PPM. Les enjeux stratégiques, c'est pas une notion parlante. En revanche, on est capable de savoir à quel enjeu stratégique appartient une activité. En tout cas, si on ne le sait pas, il faut le définir. Parce que quand on va chercher à faire communiquer la vision budgétaire côté management avec la vision budgétaire côté activité, côté opérationnel, bah, il faut définir les règles qui permettent de se comprendre, hein, de savoir quelle partie du budget activité se déverse dans quel enjeu stratégique côté management. Et ce serait la même chose pour les centres de coûts et Mhm. les organisations. Donc tout s'interconnecte, mais il faut bien définir les règles de gestion de conversion, hein. Quand je convertis des centres de coûts au niveau organisation, ou des organisations en stratégie, ou des stratégies en activité, il faut savoir où est-ce qu'on veut appliquer les règles de conversion. Et là, les outils PPM sont susceptibles d'appliquer des règles de conversion, c'est-à-dire d'intégrer des mécaniques de conversion. Mais encore une fois, ça dépendra des règles. Et enfin, une fois qu'on a défini les règles de conversion et qu'on les applique, où est-ce que j'héberge la donnée finale? C'est-à-dire une fois que c'est converti, une fois que j'ai fait ma conversion entre stratégie et activité, à quel endroit j'héberge l'information qui permet de mapper, grosso modo. Et là, les outils PPM peuvent évidemment héberger n'importe quel item une fois qu'il est converti. Voilà. Alors sur cette deuxième partie, on va se focaliser un petit peu sur une structuration, enfin une partie de la structuration du pilotage budgétaire au niveau des outils PPM. Donc tu peux aller au slide suivant. Et là, on fait surtout un focus, parce que c'est un peu là où le bât blesse, sur l'élaboration budgétaire, c'est-à-dire la première phase du cycle du processus budgétaire. Alors pourquoi c'est là où le bât blesse? Parce qu'on est dans cet exercice de top-down et de bottom-up. C'est-à-dire le top-down, c'est la définition des enjeux stratégiques, l'étape 1, qui appartient finalement au management, hein. Donc eux définissent des axes ou des enjeux stratégiques, positionnent des enveloppes dessus, et ensuite ils demandent aux opérationnels de répondre à ces enjeux stratégiques par des moyens, par des activités. Donc c'est l'étape 2. Et là, c'est au niveau du PPM que ça se concrétise. Donc le PPM, lui, il va essayer d'aligner les activités opérationnelles qui vont bien pour répondre aux enjeux stratégiques. Donc il va faire sa liste de courses, hein. Et ensuite, pour préparer le budget, eh ben, il va commencer à planifier les ressources nécessaires. Donc ça peut être des ressources humaines, mais ça pourrait être des ressources non humaines également. Il va les planifier et il va chercher à les valoriser à travers cette planification. Du coup, ça nous donne un budget une proposition de budget en tout cas, qui en plus se décline dans le temps puisque c'est planifié. Et on va donc être dans cet exercice ici, non pas de top-down, mais de bottom-up. On remonte l'information. Et là, on commence à rentrer dans cet exercice, les étapes 5 et 6, hein, qui sont comparaison des enveloppes côté managérial versus les demandes qui sont délivrées côté opérationnel, avec ce cycle d'arbitrage et de décision. Et là, ça peut poser problème parce que des fois, on n'arrive pas à se comprendre. Parce que des fois, on ne sait pas exactement comment mapper à quel enjeu stratégique répond telle ou telle activité opérationnelle. On perd également du temps à cet endroit-là parce que très souvent, les enveloppes, les budgets définis au niveau des enveloppes stratégiques, elles ne sont communiquées qu'en étapes 5 et 6. Ce qui fait que comme on ne les communique pas plus tôt, eh ben, les opérationnels, entre les étapes 2 et les étapes 4, ils ne savent pas trop s'ils sont alignés ou pas quand ils émettent leur demande de budget côté opérationnel. Donc on a ici deux choses. On a la complexité de bien se comprendre, de bien mapper, et puis on a ce défaut un petit peu dans le temps de pas avoir enfin, de n'avoir la donnée côté managérial qu'à ce moment-là, alors que ce serait bien mieux de l'avoir plus tôt pour pouvoir justement raboter ou à l'inverse demander plus sans être un petit peu à l'aveugle côté opérationnel. Et la dernière étape, donc, c'est une fois qu'on a tout arbitré, on publie le budget, c'est-à-dire on lui met un coup de tampon et on le distribue, hein, ce coup de tampon, à la fois dans l'outil de management, donc le PM, l'Excel, tout ce que vous voulez, avec cette vision stratégique, mais également au niveau des activités, donc au niveau des projets, où chaque projet, dorénavant, aura dans son système inscrit le montant qui lui a été alloué pour arriver au bout. Voilà. Alors, on a aussi différentes dimensions qui permettent d'accompagner l'analyse au niveau du suivi budgétaire.
Donc là, on en a cité 5, mais vous pourriez en avoir énormément derrière. On a pris celles qu'on retrouvait la plupart du temps. Donc on va avoir la notion de, bah voilà, je veux suivre mon budget en distinguant l'OPEX et le CAPEX, parce que bah, c'est une notion qui m'est chère. Alors ça va surtout concerner la finance, hein, on va pas se mentir. Les opérationnels côté activité, c'est moins leur problème. Eux, c'est de délivrer l'activité, c'est différent. On va avoir la dimension coût interne, coût externe. On va avoir la dimension jour homme ou bien devise. On va avoir la dimension est-ce que je fais un financement externe? Là, on vous a cité le CIR, par exemple, avec le crédit impôt recherche. Ou est-ce que c'est du financement en interne? Et enfin, on a coût de ressources versus les autres dépenses, grosso modo. Donc voilà un exemple de dimension qu'on peut obtenir quand on émet le pilotage budgétaire. Et je pense que là, je vais laisser la main à Gilles pour prendre le relais. Donc là, effectivement, si on fait le lien avec l'outil de PPM, on retrouve les différentes dimensions. Alors, on va avoir pour un projet la notion d'enveloppe et on va avoir plusieurs enveloppes budgétaires qui vont permettre de constituer le budget d'un projet. On va voir que ça va permettre de suivre différents éléments. Et pour suivre ces différents éléments, les contrats, les sources de financement et autres, on va associer les dimensions qu'a présentées Denis juste avant, qui sont les axes d'analyse qu'on va retrouver après et qui vont permettre de faire tout son suivi analytique de son portefeuille de projet au niveau budgétaire. Donc ces éléments, c'est les fondements de l'analyse. Donc il faut les penser en avance pour pouvoir construire l'ensemble du budget de son projet en ayant à l'esprit ces axes d'analyse qu'on va réutiliser après. Donc là, ça peut être des choses standards, ça peut être des choses custom, ça peut être des codes budgétaires qu'on va retrouver en finance, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. C'est des choses qu'on va configurer en fonction de l'environnement de l'entreprise. Donc là, c'est des exemples de suivi d'enveloppe. Pareil, c'est fonction des objectifs de l'entreprise. Donc chaque entreprise va avoir ses objectifs de suivi. On a autant d'objectifs de suivi que de cadres d'entreprise et de business model. Donc là, on a par exemple une entreprise qui ferait des déblocages d'enveloppes de jour homme, où elle va suivre du jour homme. Donc là, bah, on va avoir un budget qui va être exprimé en jour homme, et on va avoir une enveloppe qui est débloquée, et on va suivre cette exécution, l'exécution de cette enveloppe, et on va reporter sur la consommation, le prévisionnel sur cette enveloppe. Juste en dessous, on a un financement externe type BPI, qui va être un financement public, par exemple. On a un montant qui est alloué et on va nous demander de rendre des comptes sur ce montant. Bien sûr, on va vouloir suivre la consommation de cette enveloppe. Et puis, on va rendre des comptes sur l'avancement et sur l'atteinte des objectifs business en lien avec la consommation de cette enveloppe. Donc là, on va associer toutes les activités jour homme ou dépenses euros associées à cette enveloppe. En dessous, on a un contrat de prestation. Donc là, on a signé un contrat avec un prestataire. Ça peut être de l'euro, ça peut être du jour homme. On a tous les cas de figure chez nos clients. Et là, bah, où en est-on sur l'enveloppe qu'on a octroyée en jour homme ou en euros pour la réalisation d'une prestation? Comment ça va se matérialiser dans l'outil? Donc, dans l'outil, on va pouvoir faire un suivi, comme j'ai dit, en devise ou en jour homme. Ça peut être d'ailleurs du multi-devise, si on a des filiales à l'étranger. Et là, pour chaque enveloppe, alors là, on est sur un projet, mais bien sûr, on va retrouver ça au niveau portefeuille de projet. Ça sera le même schéma, sauf qu'on aura un agrégat de projet. On va retrouver la dimension budget, donc c'est le budget tamponné qu'a évoqué Denis, qui va pouvoir avoir plusieurs versions dans l'outil. Donc, en fonction des exercices budgétaires qui ont été évoqués tout au début, on va faire des réévaluations de ce budget. On va copier le budget existant et on va le réévaluer, on va le mettre à jour, on va créer une nouvelle version. Donc ça va être des versions de budget qui vont être associées bien sûr aux dimensions enveloppe. Chaque enveloppe va avoir son budget et son suivi. On va avoir le planifié, donc
c'est toute la force du PPM. On va pouvoir anticiper les activités, que ce soit d'ailleurs des achats de matériel, par exemple, qu'on va anticiper dans le temps. On se dit, bah, tiens, dans 4 mois, pour réaliser ce projet, il va falloir que j'achète une machine-outil. Et donc, on va la mettre dans le plan projet. Et quand ça va s'exécuter, bah, ça va être du réalisé au niveau facture d'achat de matériel. Donc réalisé, et bien sûr, ça peut être, on peut l'avoir sur du jour homme. Et le prévisionnel, on va le voir juste en dessous, le calcul du prévisionnel qui est hyper important, et qui va permettre de savoir où on en est sur le projet en termes d'exécution. On a un exemple un peu plus bas, on va voir qu'il peut y avoir des écarts assez importants. Si on n'a pas de calcul de prévisionnel, on peut pas faire un suivi sérieux de son budget projet. Donc qu'est-ce que ça donne dans les outils? Pour commencer, les retours qu'on a en début de mise en place, et c'est pour ça que les entreprises viennent nous voir, c'est que c'est très compliqué de gérer un budget projet. On peut y arriver, mais c'est beaucoup de travail. C'est une grosse perte de temps. Toujours un travail énorme de consolidation, de cohérence du format des données. Donc ça génère énormément d'erreurs. On n'a pas une visibilité temps réel de l'évolution du projet. Calculer un prévisionnel, c'est juste un enfer. Et puis, on a un gros manque de précision parce que ces données ne sont pas consistantes et ne sont pas à un endroit bien identifié. Et donc, les décisions bah, sont complexes et sont souvent faites à l'aveugle parce qu'on n'a pas le temps, au moment où on veut décider, de consolider les informations. Alors que si on a un outil de PPM qui est à jour en temps réel, bah, il suffit de l'ouvrir, de regarder les vues analytiques qui nous intéressent et on peut tout de suite voir là où il y a des décisions à prendre qui peuvent être importantes et très structurantes sur le portefeuille de projet. Donc voilà un écran de Foxplan sur un suivi budgétaire. Alors là, on est au niveau projet. On va voir au niveau portefeuille après ce que ça donne. Donc là, je suis sur un projet qui a 3 enveloppes. J'en ai une, c'est un suivi de financement, c'est du crédit impôt recherche. Donc je veux savoir toutes les activités qui sont associées à du crédit impôt recherche. Une autre enveloppe sur tous les frais amortissables, les CAPEX, et une autre sur les OPEX, les frais de fonctionnement. Donc quand je vais affecter mes dépenses ou mes ressources, je vais le faire sur les enveloppes qui correspondent. Donc là, je suis sur un budget pluriannuel sur 3 ans. Donc en fonction de la planification, bah, je vais automatiquement retrouver mon budget qui va être découpé sur les différentes années. Si j'ai des activités qui se décalent ou le projet qui se décale, eh ben, ça va mettre à jour en temps réel le budget sur les années correspondantes. Et donc, bah, les queues de budget qui se décalent en fin d'année, on les retrouve tout de suite sur l'année suivante, sans avoir trop d'efforts à faire, si ce n'est mettre à jour le planning de son projet. Et donc là, bah, en colonne, on retrouve les dimensions qu'on a vues tout à l'heure, budget, prévisionnel, planifié, réalisé. Si je zoome sur une année donnée, donc c'est là qu'on va voir la force du prévisionnel et puis on va voir juste en dessous comment il se calcule. On voit que sur mon année 2025, j'ai un budget qui est de 320 000, j'ai un planifié qui est de 374 000, donc ça je l'ai eu parce que j'ai valorisé des ressources et des dépenses que j'ai intégrées. Si on se fie sur cette enveloppe de crédit impôt recherche, si on se fie au planifié qui a été donné par les ressources en début de projet, et qui a potentiellement été mis à jour, finalement, je vais plus consommer que le budget qui m'a été autorisé. Et en fait, quand on regarde le prévisionnel, l'atterrissage du projet, on est bien en dessous. Et en fait, ça vient du réalisé. On voit qu'on n'a pas consommé, donc on n'a pas exécuté le projet tel que c'était prévu. Est-ce que les ressources étaient surchargées? Est-ce elles ont été priorisées sur d'autres projets? Le fait est qu'il est fort probable que, juste en regardant ces données budgétaires, on n'arrive pas en temps et en heure sur le projet, sauf si la planification a été très surestimée. Mais si on est sur une planification standard, là, on se rend compte qu'on a un problème d'exécution sur le projet, juste en regardant l'atterrissage du projet. Donc le prévisionnel, ça va être une des grandes valeurs ajoutées de l'outil de PPM. Comment c'est calculé? Donc là, je suis sur 2025. J'ai mois par mois, je pourrais, avec un outil de PPM, même faire un atterrissage par mois de mes différentes enveloppes.
On a d'ailleurs des clients qui font de l'activité de conseil et qui veulent suivre leur jour homme par mois sur l'atteinte de leurs objectifs. Donc ça, c'est tout à fait possible. Là, on retrouve en ligne le budget, le prévisionnel, le planifié, le réalisé, qu'on avait tout à l'heure en colonne, avec les dimensions mois. Le prévisionnel, c'est la somme tout simplement, avec une date de clôture, du réalisé dans le passé plus le planifié dans le futur. La somme des deux, ça nous donne un prévisionnel. Et on voit que plus on avance dans l'année, plus le réalisé a une part importante. Et c'est ce qui fait que là, on peut justifier, parce qu'on n'a pas suffisamment consommé jusqu'à fin octobre, que le prévisionnel ne va pas être du tout en cohérence avec le budget qui nous a été fixé et le planifié qui était anticipé sur ce projet. Donc ça, c'est un exercice très important qui a une valeur ajoutée sur le suivi budgétaire et qui est très difficile à faire dans Excel. Une petite illustration Denis parlait tout à l'heure d'un budget bottom-up. Donc là, on est sur un projet. Alors, c'est pas facile sur un webinaire comme ça, on n'a pas beaucoup de temps, mais juste, hop, voilà. On crée sur un projet, c'est pour vous montrer comment on peut créer un budget macro en faisant du bottom-up. Donc là, je crée une phase étude, je lui mets une durée. Donc, cette phase étude, elle dure 60 jours. Je vais affecter une dépense. Donc là, j'anticipe un achat de serveurs pour 30 000 €. Donc, c'est une activité qui est planifiée, qui est associée à ma phase d'étude. Donc, si ma phase d'étude change, ça va bouger d'autant. Et je vais affecter une ressource à 100% que je vais prendre sur un pool de ressources qui est mon pool de ressources études. Donc là, on voit que j'ai mon planning, mon staffing associé à ça. Et voilà, j'ai mon budget qui est défini, qui est de 60 000 €. Il est basé sur deux choses, sur effectivement l'achat de serveurs et les ressources qui ont été valorisées. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Les ressources ont été valorisées à 500 € au jour. Et donc, les 30 000 de ressources plus les 30 000 de serveurs, ça nous donne les 60 000 de budget. Je copie le prévisionnel de la constitution de mon budget et ça me donne mon budget cible que je vais pouvoir aller soumettre en comité d'arbitrage pour lancer mon projet. Donc là, très simplement, et là, je suis sur des données réelles, j'ai planifié mon activité, j'ai affecté ma ressource, j'ai valorisé ma ressource, j'ai mis mon achat de serveur qui est planifié. En fonction des dates, ça tombe en 2025 ou 2026, je suis sur un projet pluriannuel. Et là, je peux envoyer mon projet en comité d'arbitrage et je sais que je peux étayer le chiffrage que j'ai fait. C'est sur la base de données réelles. Je l'ai fait sur un pool de ressources. Je peux le faire bien sûr avec des ressources physiques, mais sur une planification macro, sur un pool de ressources, ça peut être pas mal. Donc là, on est sur un écran d'arbitrage projet. On est passé au niveau portefeuille projet. On a un ensemble de projets. Là, on est une petite liste, mais on a des projets qui sont associés. Alors là, on a différentes dimensions. Pareil, elles sont configurables en fonction de comment vous documentez vos projets, comment vous associez les dimensions qu'évoquait Denis à vos projets. Là, on a alignement stratégique, priorité, l'organisation de rattachement, les risques qui sont portés par le projet, le budget, et puis on va les faire passer d'un statut en fonction de l'organisation du projet. Là, c'est un exemple, mais pareil, ça va être adapté à l'organisation cible. On va suivre votre workflow de maturation de projet pour arriver à des projets qui sont lancés et qui vont rentrer dans un portefeuille d'exécution qu'on va suivre ensuite en exécution réelle. Les dimensions qui sont importantes avec le budget, c'est d'anticiper, quand on va constituer son budget, le mode d'exécution de son portefeuille de projet. Et il faut que le budget soit cohérent avec la vie réelle de l'entreprise. La vie réelle de l'entreprise, ça va être l'atteinte d'objectifs à des dates données. Donc là, c'est la partie haute qu'on a sur le schéma, avec une roadmap projet, avec des jalons, potentiellement des deadlines business. Est-ce qu'on est en accord avec les objectifs d'entreprise qu'on s'est fixés d'un point de vue planning? Parce que si on a un super budget, mais que derrière, ça répond pas, par exemple, aux objectifs des clients, ça a moins d'intérêt.
Sur la partie basse, on a un autre élément qui est très important quand on constitue son budget, c'est le plan de charge. Là, on a agrégé le plan de charge sur les départements, donc études et production. On se rend compte, après avoir constitué son budget, qu'on a un département qui est trop chargé, donc il ne va pas pouvoir exécuter parce qu'il a trop de charges, et l'autre qui est sous-staffé et qui potentiellement, sur la fin de l'année, va même rien avoir à faire. Donc là, il faut qu'on équilibre un petit peu plus son budget pour que ça colle avec le plan de charge d'exécution. Quand on va passer de la validation du budget à l'exécution, on aura quelque chose qui va être assez fluide et qui va pouvoir se lancer facilement parce qu'on aura anticipé ces éléments-là. Une fois qu'on a son portefeuille, qu'on est en exécution, on va pouvoir suivre son portefeuille avec des outils analytiques. Donc ça, c'est l'outil analytique qu'on retrouve dans Foxplan. On prend les différentes dimensions et on va saucissonner son budget pour pouvoir le suivre. Donc là, on retrouve le budget planifié, prévisionnel et ainsi de suite. On va pouvoir le faire, par exemple, sur fonctionnement, investissement. À gauche, on a sur des jurums. À droite, on l'a sur des euros. Par projet, sur un ensemble de projets, sur un département, sur un axe stratégique. Tous les éléments qu'on aura documentés pour décrire les projets dans le portefeuille de projet vont potentiellement être utilisés pour faire des analyses. On va retrouver des courbes sur des dashboards, évolution du budget à 3 ans sur un portefeuille de projet, suivi jour homme, comparaison avec des courbes sur du prévisionnel versus du budget validé, ce genre de choses. Voilà, là on a la possibilité de déverser l'ensemble des données de l'outil dans un entrepôt de données type Datamart, qu'on va exploiter avec des outils de BI type Power BI. Donc c'est la partie droite que montrait Denis dans l'écosystème des outils d'entreprise. Et avec ça, on va faire des restitutions. Donc ici, on a par exemple en dessous les projets qui vont, donc on en a un beau à droite là qui est tout rouge et qui descend, qui va consommer beaucoup plus en prévisionnel que le budget qui lui a été octroyé. Donc là, il faudra repasser en comité d'arbitrage probablement. Là, c'est un dashboard qu'on a fait pour un suivi de programme sur un client. Donc ça illustre bien l'agrégat de données, l'ensemble des consolidations qu'on peut faire. Là, c'est sur un portefeuille de programmes, des jours hommes, des euros, des évolutions, de l'interne, de l'externe, enfin voilà. Des choses qui sont, si on veut les consolider à la main, sont assez complexes. Avec de l'outil de BI, ça va aller assez vite. Voilà, c'est un sujet assez dense, donc on a essayé de couvrir les éléments. Denis, je te laisse reprendre peut-être les enjeux. Oui, alors en conclusion très brève, hein, donc ce qui est essentiel quand on essaye de structurer un budget à travers des outils, et notamment le PPM, c'est déjà d'avoir un processus budgétaire, de construction budgétaire au clair, prédéfini et partagé. Deuxième point, c'est on sort des outils quelque part et on rentre dans l'humain. Il faut être en capacité d'avoir une collaboration entre les acteurs qui soit fluide, avec une implication et une compréhension de chacun. Parce qu'évidemment, sinon, bah, on applique des notions qui ne sont pas maîtrisées et du coup, on se retrouve avec une qualité d'information et une implication qui pénalise tout le monde. Le troisième point, c'est qu'il faut qu'on soit en capacité d'avoir quelque chose de réaliste au niveau du budget. Donc, il faut ne pas ignorer d'intégrer l'ensemble des coûts opérationnels, hein, et ne pas chercher à en mettre plus ou moins pour faire plaisir. Donc, il faut pas avoir peur en fait d'annoncer la couleur telle qu'elle va être prévue. Et le dernier point, c'est de savoir ce qu'on veut piloter, ce qu'on veut restituer, qu'est-ce qu'on cherche à analyser. Parce que c'est aussi ça qui va être discriminant pour structurer au niveau des outils les items qu'on souhaite voir hébergés pour ensuite permettre de faire du reporting. Donc les bénéfices de ce type d'outil, on l'a vu, hein, c'est la visibilité. On a un outil unique pour consolider l'ensemble des informations. La standardisation, que ce soit au niveau de la structure des projets, du reporting, de l'analyse. Les dimensions sont définies à l'avance dans la structure de l'outil et on va les utiliser pour faire de l'analyse. Donc un gain de temps qui est quand même assez significatif quand on passe d'outils bureautiques à ce type d'outils sur le pilotage d'un portefeuille de projet où il y a quand même pas mal de données. Quand on est sur du jour homme, valoriser du jour homme, c'est un travail
titanesque sur un portefeuille assez conséquent. Et puis, on peut prendre des décisions rapidement, basées sur des données. Et les données, on l'a vu, vont être budgétaires, mais aussi l'axe planning et plan de charge qui va être important pour l'exécution ensuite du budget. Et enfin, bah, tout le monde est dans le même bateau, donc pour discuter, on est toujours sur la même base et on a toujours les mêmes informations. Donc l'organisation est plus alignée et plus réactive euh, pour, euh, pour un changement de cap ou pour un réajustement. Donc tout ça, ça va contribuer à la réussite et au suivi des projets et à fluidifier les échanges dans l'organisation. Voilà, on a couvert pas mal de choses. Merci, merci pour votre temps. On peut prendre encore quelques minutes, voir s'il y a des questions, auxquelles on peut répondre. Je crois qu'on a déjà dépassé un peu le temps qui était octroyé, mais je pense que ça peut être, intéressant de prendre quelques minutes encore. Je sais pas ce que tu en penses, Denis? Oui, avec plaisir, hein. Donc, s'il y a des questions, il y en a déjà eu une ou deux qui ont été émises dans la conversation, dans le chat. Bah, n'hésitez pas à à vous faire part de vos questions. On peut encore profiter de quelques minutes et vous répondre avec plaisir. Et si jamais bah, vous n'avez pas de questions à chaud, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement, que ce soit côté Coprim ou côté Foxplan. Dans les deux cas, on saura répondre sur les aspects outils et sur les aspects bonnes pratiques, mise en place, etc. Donc n'hésitez pas à aller nous voir. On espère que ça vous aura éclairé, en tout cas sur voilà, le périmètre de ce que de ce que le PPM peut adresser. Alors, on a une question, tiens, Gilles. Est-ce qu'il y a une API pour requêter via Power BI? La réponse est oui, mais je te laisse compléter. Oui, oui. Alors effectivement, il y a des API pour accéder à l'application, mais c'est pas forcément pour du reporting. Sur du reporting, on a des choses plus simples. On met tout ça dans un data mart, dénormalisé qui est fait pour du reporting et on vous donne le connecteur qui vous permet de connecter votre Power BI et de faire toutes les requêtes que vous souhaitez sur ces données. Donc ça contient vraiment l'ensemble des données. Vous pouvez même aller jusqu'au jour, pour analyser jour par jour les données. Après, sur du budget, on va bien sûr agréger. Mais c'est assez pratique et efficace. Soit vous avez des équipes BI et vous faites les reporting vous-même sur le modèle de données, on vous communique une doc sur le modèle de données. Soit vous faites appel à nous ou à Coprim, qui a déjà fait ça pour nos clients. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui peuvent être d'ordre technique ou d'ordre. Alors, une question sur la conduite du changement suite à la mise en place de Foxplan. Alors, il y a deux choses. L'implémentation en tant que telle, on va dire, de l'outil, hein, c'est-à-dire pour le mettre à disposition des users, ça c'est un premier élément d'information. Ça va de un mois et demi, un mois et demi, 2 mois. Voilà, on va se donner cette cadence-là. Donc c'est assez rapide à mettre en œuvre, un outil comme Foxplan. Et en termes de change, c'est assez variable parce que ça dépendra énormément de la maturité des collaborateurs que vous avez sur les thématiques de la gestion de projet. Donc déjà, est-ce qu'il disposait d'un outil, oui ou non? Donc sinon, forcément, ce sera un petit peu plus long que s'il disposait déjà d'un outil. Et puis voilà, le niveau de maturité va aussi compter pour aligner tout le monde. En temps normal, la mise en pratique, voilà, en 2 semaines, on arrive quand même à faire en sorte que tout le monde soit en capacité d'utiliser l'outil, hein. On essaye de faire, autant que faire se peut avec Coprim, des démarches d'implémentation itératives. C'est-à-dire qu'on vous donne tout de suite la main pour que vous fassiez une expérience sur l'outil et petit à petit, on va construire, les éléments qui sont importants pour vous, pour votre suivi, notamment suivi budgétaire. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans tous les cas, voilà, on espère vraiment que ça vous aura un petit peu éclairé sur donc ce que le PPM est capable de faire et là où il s'inscrit dans l'écosystème un petit peu plus global. On réinsiste bien sur le principe, enfin sur la vraie valeur ajoutée du PPM qui est d'une, parce qu'elle s'appuie sur de la planification de ressources, du coup de planifier des dépenses puisqu'on valorise tout, donc d'avoir cette vision du futur.
D'accord? Et cette vision du futur, c'est elle qui est intéressante, parce qu'en plus, c'est une vision du futur opérationnelle et qu'on va pouvoir comparer avec le budget, hein. Donc, on a un vrai outil d'anticipation, d'une certaine manière, et d'analyse pour justement actionner les leviers qui vont bien si on devait le faire. Voilà, donc c'est l'élément assez important à connaître. Bah Bien, écoute, Lille, ouais, je pense qu'on merci. peut Merci s'arrêter à tous. là. Ouais, très bien. Ouais. N'hésitez Oui, pas, c'est un sujet assez dense, on vous a mis nos contacts. Ça peut faire l'objet d'une session complète, et surtout en lien avec votre organisation. Ce qui est important, c'est vous, comment vous fonctionnez. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir de suivi? Quels sont les axes qui sont importants? Donc, le mieux, c'est d'en parler, effectivement, de, de voir comment on s'adapte à votre organisation pour y répondre. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt. merci beaucoup.